Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir dans la rentrée des tribus du club Business Durable et Solidaire. Et nous allons avoir en thématique de session s'engager en redonnant du sens à son travail par la raison d'être et par l'engagement des collaborateurs. Donc, nous sommes ce soir un certain nombre de connectés. Merci à tous d'être parmi nous. C'est parti pour 1 heure. On va avoir 3 séquences. On va vous présenter qu'est-ce que c'est que ce club business durable et solidaire, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom. Nous aurons un temps de conférence puisque nous accueillons 2 invités que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure et bien entendu de l'interaction, de l'interactivité, de la proximité et de la bonne humeur pour la séquence questions-réponses à la fin de la conférence. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que le club business durable et solidaire ? Eh bien, le club business durable et solidaire, c'est la nouvelle appellation du club développement durable des alumni de Neoma. Depuis des années, on organise des événements, notamment des conférences sur les questions du développement durable et de la RSE en particulier. Et nous avons décidé il y a quelque temps de fusionner le club développement durable et le club économie sociale et solidaire parce qu'on s'est rendu compte que les questions sociétales, qu'elles soient environnementales ou sociales, nous étaient complètement transverses. Donc, pour faire court, aujourd'hui, on s'appelle le club business durable et solidaire, à part que j'ai une barre qui me gêne, maintenant vous allez dire mieux que cela. Et donc, dans ce club business durable et solidaire, nous mettons en lumière des aspects du développement durable par rapport au business. Et on essaye de faire le lien entre le développement durable et les différents services ou la fonction centrale des entreprises. Ça, ce sont nos objectifs. Nous comptons plus de 1000 membres, 1047 aux dernières informations. Et si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, il y a le lien de connexion qu'on pourra repartager avec vous ultérieurement. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend un petit peu de recul au sein de ce club business durable et solidaire, anciennement appelé club développement durable, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait beaucoup de choses. On a organisé des webconférences, notamment récemment sur le numérique responsable, comment agir en travaillant chez soi. On a organisé, avant qu'on soit confiné, la grande fresque du climat. On avait réuni en soirée des participants. On a fait des ateliers ludiques pour apprendre à savoir intégrer les fameux 17 ODD du développement durable. On a fait des conférences sur la biodiversité. On a fait aussi des conférences sur le changement climatique et la finance. Vous voyez en tout cas que les sujets sont variés. On en a d'autres en planification, notamment sur le marketing responsable. Il y aura des prochaines sessions. Soyez vigilants sur notre programmation. En tout cas, avec l'ensemble des animateurs qu'on va vous présenter tout de suite, dont j'ai le plaisir de faire partie maintenant depuis 6 ans. Mais Marina, tu vas nous présenter, ça sera beaucoup plus sympathique. Je n'aurais pas accaparé la parole. Voilà, on essaie régulièrement d'être sur ces sujets. Et on se rend compte que dans le temps, on a de plus en plus de membres, plus en plus de gens connectés. Pourquoi ? Parce que la durabilité est aujourd'hui un sujet incontournable pour les entreprises. Il est même devenu stratégique. Alors, derrière l'équipe d'animation, Marina, qui y a ? Peux-tu nous en parler ? Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc voilà, voici l'équipe de choc, sachant qu'il y en a d'autres. Donc il y a Sandrine que vous venez de voir, il y a Maureen qui fait partie aussi de l'équipe. Enfin, ça fait un petit moment aussi que, depuis 5-6 ans qu'on anime le club. Il y a André Aymar aussi, moi-même, et je pense qu'il y a sûrement d'autres personnes. Donc Fanny Picard qui aussi dès le début d'ailleurs avait animé le club et est reparti et revenu. Michael qui vient de nous rejoindre il n'y a pas très longtemps, qui était un de nos invités. En fait, il était un de nos intervenants dans une conférence. Et après, ensuite, on l'a recruté au sein de l'équipe des animateurs. Et Didier Rolls, qui était anciennement dans le club ESS, Économie sociale et solidaire. Donc, après la fusion, il fait partie de l'équipe aussi. Alors ça, c'est nos profils. Je ne sais pas si on a le temps de le dire, mais on est tous experts dans nos domaines. Oui, on est tous d'une manière ou d'une autre engagés dans la RSE, dans la durabilité, dans l'économie sociale et solidaire. Donc, soit en conseil, en entreprise ou via des entreprises engagées. Donc, effectivement, Maureen est consultante formatrice. Moi, j'accompagne, je suis très impliquée dans l'enseignement et je suis vice-présidente du comité 21. André, l'ancien, effectivement, directeur développement durable de Pernod Ricard, qui était pionnier dans son domaine.
Marena, bien sûr, avec ton entreprise et tout le conseil et l'enseignement aujourd'hui que tu assures. Fanny, qu'on ne présente plus, hein, des enjeux et des hommes, un joli parcours. Il y a aujourd'hui qui a sa cabinet conseil. Fanny, je te fais l'article. Bah oui, je suis là, donc bonjour à Voilà, tous. c'est super. Et Michael, voilà, qui est arrivé, qui est très, très marqué, on va dire, par le marketing. Et puis Didier aussi, qui a cette appellation absolument adorable d'alchimiste digital, qui nous a rejoint avec une grande préoccupation sur les sujets de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc en tout cas, une belle équipe, dynamique. Au passage, on redit quand même que tout ça, c'est du bénévolat, c'est de l'engagement, c'est de la volonté, c'est de la bonne humeur. Et ceux qui veulent nous rejoindre pour nous aider à continuer à monter des événements sont bienvenus. Il y a un aspect qui est très important dans notre club, c'est vraiment la coopération, l'esprit collectif. Nos animations, nos événements, nous les montons en général à plusieurs. Et ça, c'est vraiment un des éléments forts dans ce club. Alors, ce club, il est un petit peu particulier parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui est en train d'émerger au sein de la communauté des alumni. Cette initiative s'appelle Neoma Alumni Engage for Positive Impact. Derrière ce nom un peu compliqué, il y a la volonté de rassembler des alumni qui s'engagent aujourd'hui dans les sujets sociétaux. Soit ils s'y engagent à titre personnel, soit ils s'y engagent à titre professionnel. Donc aujourd'hui, les entreprises engagées sont organisées, les fondations engagées sont organisées, les associations qui s'engagent sont organisées. Et il nous a paru important que la communauté des alumni de Neoma puisse aussi être reconnue par rapport à des alumni qui sont particulièrement engagés. Donc, ce n'est pas un club. Là, nous sommes dans le club business durable et solidaire. Ce dont je vous parle là, c'est une initiative qui est née, qui est valorisée demain, mercredi 29 septembre à 19h, et qui a pour objet de valoriser des alumni engagés. Donc, par exemple, les animateurs du club business durable et solidaire, nous sommes des gens engagés. Céline et Rodrigue, que nous allons écouter tout de suite après en conférence, sont des personnes aussi engagées à leur niveau. Voilà des gens qui peuvent intégrer la communauté des engagés Neoma. Mais on a aussi des alumni qui veulent s'engager, qui ne savent pas comment faire. Donc, la communauté a pour vocation d'accueillir des engagés qui sont déjà aux manettes, qui sont déjà dans l'action, mais aussi des gens qui souhaiteraient s'engager. Voilà, donc c'est un appel qu'on fait ce soir et qui est important. Et tous les clubs aujourd'hui donnent une visibilité à cette initiative parce que déjà aussi être membre d'un club professionnel ou d'une tribu, peut être une forme d'engagement. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus demain à 19h dans le cadre de la rentrée des tribus. Il y a une séquence de 19h à 20h. Et pour rester sur ce ton de l'engagement à travers de la communauté des alumni engagés de Neoma, on peut peut-être souligner qu'effectivement, la conférence de ce soir sur le thème de s'engager en redonnant du sens à son travail et par la raison d'être de l'entreprise est complètement fondée sur l'engagement. Et si vous avez regardé la programmation de cette rentrée des tribus que nous a coordonné cette année Marion, eh bien, on a invité les tribus et les clubs à se saisir de ce thème de l'engagement. Et c'est un vrai succès puisque tous les clubs, marketing, luxe, entrepreneuriat, finance et bien sûr le club business durable et solidaire, puisqu'on est nous-mêmes déjà sur ces sujets-là de l'engagement, on s'est emparé de cette ligne directrice de l'engagement pour en faire un fil conducteur de nos différentes conférences, puisqu'on a des invités chacun dans nos clubs. Voilà. Donc, nous sommes dans un timing absolument merveilleux, puisqu'il est 20h08 et que nous allons entamer la partie conférence avec nos deux invités de ce soir. Alors, nous accueillons Céline Parot, Human Resources Business Center du groupe Rocher, donc la marque Yves Rocher en cosméto que l'on connaît tous et toutes. Et notre second invité, c'est Rodrigue Leroy, VC Associate chez Maïf Avenir. Rodrigue, tu vas nous dire tout de suite ce que c'est quand tu vas avoir la parole. Et ce qui est intéressant, grâce à vos deux témoignages ce soir, c'est qu'on va avoir l'incarnation de gens qui, dans leur entreprise, à leur niveau de responsabilité, vont pouvoir nous parler concrètement ce soir de qu'est-ce que c'est que s'engager en redonnant du sens à son travail
et par la raison d'être de l'entreprise. Alors, Céline, je me tourne vers toi. Toi, tu as un parcours RH dans les éléments que tu nous as envoyés. Et ton idée, c'est d'améliorer la relation de l'individu dans l'entreprise. Et tu nous as signalé qu'après des expériences de PME et de grands groupes, voilà, tu as un parcours extrêmement varié. Au final, aujourd'hui, tu es dans le groupe Rocher et tu es donc, tu as été très attiré par son identité qui est assez unique sur le marché. Tu vas nous raconter ça parce que c'est un groupe familial qui a bien sûr un côté breton. On est dans la notion de territoire, une dimension aussi internationale. Et puis, c'est une entreprise à mission. Voilà, donc je vais te laisser peut-être nous expliquer en 2 mots ta structure, ce que tu as envie de dire peut-être en complément de ce que j'ai pu dire, et surtout l'organisation de ta structure autour de la RSE, et peut-être aussi nous dire tout de suite la loi Pacte, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde autour de cette visio ce soir sache ce que c'est et quelle est son incidence sur ton entreprise, et qui est aujourd'hui une entreprise à mission. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission? Ça fait déjà beaucoup de questions pour commencer. Ok, ça marche, pas de problème. Bonjour à tous, enchantée et merci pour l'invitation à ce webinaire de la rentrée des tribus. Super contente de pouvoir vous partager aussi l'expérience du groupe Rocher et sur cette question de l'engagement et de l'entreprise à mission. C'est vraiment au cœur de ce qu'on traite avec nos équipes, donc pas mal d'éléments à vous partager. Effectivement, je fais partie du groupe Rocher, qui est un groupe qui n'est pas coté en bourse, qui appartient à la famille Rocher à plus de 90%, donc un groupe familial avec un actionnaire assez unique. On a 18 000 salariés et on a 3 activités, les cosmétiques avec Yves Rocher et d'autres marques, le textile avec Petit Bateau et la détergence avec une marque qui s'appelle Stanome. Donc, le groupe Rocher, par rapport à la RSE et à la taille des équipes, c'est une fonction qui a énormément évolué ces dernières années. Je dirais, il y a vraiment une accélération sur les 3 dernières années, avec une équipe RSE groupe qui s'est élargie, mais aussi des postes RSE qui sont créés dans toutes les équipes, les filiales, les différentes marques, aussi dans les fonctions support, à la RH, à l'industrie, à l'IT. Donc, on voit qu'il y a vraiment un vrai métier de la RSE désormais, avec des parcours, des expériences des candidats expérimentés dans ce domaine et bien de plus en plus aussi des formations qui sont développées. L'équipe RSE du groupe Rocher, elle définit nos engagements, nos objectifs, je dirais, à 2030 en ce moment. C'est la feuille de route qu'on s'est fixée. Et ensuite, elle accompagne chaque marque, chaque business dans l'atteinte de ses objectifs RSE en fonction de là où il en est. Comme je vous l'ai dit, on a 3 activités assez différentes, donc les enjeux sont pas les mêmes partout. Mais en tout cas, on a vraiment une démarche au niveau du groupe de répondre à certains critères et de se fixer des ambitions assez hautes sur la partie RSE. En 2019, effectivement, on a signé le statut d'entreprise à mission que nous permettait d'avoir la loi Pacte, donc, qui a été ratifiée par le gouvernement Macron. Donc, c'est Brice Rocher, notre PDG, petit-fils d'Yves Rocher, qui a signé avec Olivia Grégoire, qui fait partie du gouvernement sur ces questions-là, qui a signé ces statuts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, un statut d'entreprise à mission? En fait, ce qu'on a identifié, nous, comme étant notre raison d'être, c'est de reconnecter les communautés à la nature via des expériences, des services et des produits qui procurent du bien-être grâce aux bienfaits de la nature. Donc là, on retrouve la notion de cosmétique avec des ingrédients naturels et la notion, par exemple, de cosmétique qui fait du bien aux utilisateurs. Pour ce faire, on revendique aussi dans ces statuts d'entreprise à mission un modèle d'entreprise familiale où on a l'ambition de développer un écosystème durable qui combine à la fois la création de richesses, mais une innovation frugale, c'est-à-dire pas une innovation à tout crin dans tous les sens, mais concentrée sur certains sujets clés, et un écologisme humaniste. Et enfin, le dernier point de nos statuts sur l'entreprise à mission, c'est le fait que notre société est ancrée dans un territoire. Elle a un lien direct avec les communautés et les territoires via son business model, puisqu'on a un enracinement à la Gacilly en Bretagne, là où on a les usines de l'entreprise. Donc, il y a plus de 3500 personnes dans ce village qui travaillent pour le groupe. Ça fait partie aussi de ce qu'on a voulu inscrire dans notre raison d'être ancré dans un territoire. Pour notre entreprise, la raison d'être, le fait de l'avoir signé, d'avoir été dans les médias,
tant que premier groupe français international, ça a été une fierté pour tout le monde. Ça a été plus un accélérateur qu'un changement parce que pour nous, on était déjà en fait un peu comme ça à la base. C'était plus une opportunité d'en parler, d'avoir des micros pour l'expliquer au grand public. Donc, ça a eu un impact très, très positif en interne. Et parmi les projets qui ont été menés suite à cette décision d'entreprise à mission, c'est un baromètre international de connexion à la nature qu'on a réalisé avec BVA. Donc, je vous mettrai le lien dans la conversation si vous voulez. C'est auprès de 19 000 citoyens. On a voulu étudier le rapport que les gens ont avec la nature et qu'est-ce que ça leur procure, avec l'idée de le faire tous les 2 ans. Donc, c'est vraiment worldwide, 19 000 personnes dans 19 pays pour avoir vraiment un échantillon très large. Et la conclusion de la première édition, c'est que plus des citoyens ont un score de connexion élevé à la nature, plus ils ont un niveau de bonheur élevé, une résilience, une confiance en l'avenir. Donc, pour nous, c'était vraiment important de comprendre le lien entre le fait que les gens soient connectés à la nature et ce que ça leur procure comme émotion positive, puisque c'est à l'origine de notre business et c'est ce qu'on a défini dans notre raison d'être. Donc, on a vraiment voulu porter cette raison d'être concrètement, mener des études, la faire vivre parce qu'une raison d'être, ça implique une responsabilité derrière. Maintenant, on est redevable là-dessus. On peut nous demander à chaque fois ce qu'on met en place. Donc, on a pris le point tout de suite. Formidable. Voilà ce que je pouvais vous dire en premier lieu sur les premiers impacts. Encore une fois, c'était plus un accélérateur qu'un avant-après. Et en tout cas, une formidable opportunité de communiquer sur qui on est et sur ce qu'on a toujours voulu défendre au sein du groupe Rocher. C'est un super bon début. Merci. Donc, Rodrigue, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Maïf Avenir? Qu'est-ce que c'est que cette structure? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que c'est qu'être VC Associate? Et du coup, nous parler aussi de la loi Pacte par rapport à ton organisation. Qu'est-ce que ça a déclenché? Voilà, la parole est à toi. Bien, merci beaucoup et donc très heureux d'être avec vous ce soir. Pour vous dire quelques mots un peu sur Maïf Avenir et puis aussi sur Maïf. Donc Maïf Avenir, c'est un… Juste un souci, c'est que moi, je ne sais pas si on te voit. Est-ce qu'on voit bien Rodrigue? Oui, ça va? Vous le voyez bien? Parfait. Ok, super. Ok, parfait, merci. Et donc l'ambition de Maïf Avenir, à l'origine, qui est un fonds d'investissement à destination des startups, donc des jeunes sociétés innovantes, c'était de financer des sociétés qui étaient proches du métier de la Maïf, donc un métier d'assureur. Et puis, depuis maintenant 2018, on a changé un peu la thèse d'investissement et on a décidé de financer des entreprises qui venaient pas seulement du milieu de l'assurance ou des milieux proches de la Maïf, mais d'aller chercher des startups qui avaient l'ambition et d'avoir un impact autour d'elles. Et à ce titre-là, on est devenu donc le premier fonds à mission, donc parmi les fonds de capital investissement sur la place parisienne. Et on a été aussi, je dirais, un laboratoire pour la Maïf, en étant une de ses filiales, la première entreprise à être à mission. C'était un sujet important pour nous parce que ça donnait plus de sens à notre métier d'investisseur. Ça singularise notre thèse d'investissement en montrant justement à nos différentes parties prenantes, aux entrepreneurs qu'on a vocation à accompagner des startups, pas seulement pour la possibilité financière de faire une jolie sortie et des beaux multiples, mais aussi d'avoir un impact sociétal, donc social et environnemental. Et donc ça, c'était important pour nous et pour l'équipe. Donc depuis maintenant janvier 2020, Maïf Avenir est donc société à mission. Et Maïf a rapidement suivi, puisqu'en juillet 2021, si ma mémoire est bonne, ils sont aussi devenus société à mission. Et ça, c'était vraiment en cohérence avec les valeurs portées par la Maïf. Aujourd'hui, le directeur général, Pascal Demurger, met beaucoup en avant cet aspect-là. Il a notamment écrit un livre à ce sujet sur l'entreprise politique. Pour lui, l'entreprise n'est pas seulement un acteur économique, mais c'est aussi un acteur engagé au quotidien dans la société.
Et pour vous donner peut-être un exemple, aujourd'hui, vraiment la volonté de la Maïf auprès de ses sociétaires, donc de ses clients, c'est, voilà, je reprends les mots de la raison d'être, c'est d'avoir une attention sincère portée à l'autre. Et le but de tout ça, c'est de se dire, si on agit comme ça auprès de nos sociétaires, de nos clients, ça nous sera rendu. Et force est de constater qu'aujourd'hui, je crois que la Maïf est une société avec la plus faible attrition. Les clients sont très fidèles et toujours très reconnaissants. C'est élu meilleur assureur depuis de nombreuses années. Et un autre exemple qui peut témoigner aussi de cette volonté-là, c'est que les conseillers à la Maïf ne sont pas incentivés, n'ont pas de bonus. Et donc, pour leur permettre de fournir le conseil le plus juste et le plus adapté, et pas essayer de vous vendre une assurance supplémentaire. Et donc, tout ça est en cohérence un peu avec cette volonté de devenir société à mission. Et donc, aujourd'hui, Maïf Avenir, pour lequel je travaille, qui est un fonds d'investissement, sur lequel je vous détaillerai un peu comment, au quotidien, ça change notre façon de travailler. Et Maïf sont devenus, depuis 2020, société à mission. Oui, effectivement, c'est très intéressant et je pense qu'on peut être fier d'avoir parmi les entreprises des structures qui ne sont pas forcément les grands groupes auxquels on pense, des entreprises familiales comme le groupe Rocher ou des entreprises mutualistes comme la Maïf. C'est assez intéressant de l'entendre. Je crois de mémoire qu'aujourd'hui, la communauté des entreprises à mission, je pense que les entreprises à mission, on arrive à presque une petite centaine, je crois, que c'est les derniers chiffres qui m'ont été communiqués il n'y a pas très longtemps au Salon ProDurable. Alors, Céline, puisque tu as un profil très RH ou avec un parcours marqué sur ces aspects-là, en quoi, selon toi, l'engagement sociétal et la raison d'être affirmée par le groupe Rocher, comment ça contribue à donner plus de sens aux collaborateurs dans leur travail, dans l'entreprise? Et finalement, c'est ta vision d'expert RH, là, peut-être, qui est intéressant de partager avec nous. Oui, alors déjà, on a, comme beaucoup de grandes entreprises, des enquêtes d'engagement tous les ans pour mesurer les leviers d'engagement de nos collaborateurs et pouvoir pallier si certains scores sont en retard. Et c'est vrai que les enquêtes le montrent, l'image, la réputation sont en hausse chez nous et sont pas mal accélérées depuis l'accroissement de nos engagements, le statut d'entreprise à mission, mais pas que, encore une fois, c'est tout ce qu'on fait à côté qui nous permet d'avoir des scores en forte hausse. Donc, on voit avec cet outil que c'est un fort levier pour l'engagement de nos collaborateurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément, c'est une fierté de communiquer à l'extérieur là-dessus, de pouvoir faire partie de cette entreprise, de pouvoir avoir cette reconnaissance du grand public. Pour nous, c'est juste l'idée principale qui est que notre entreprise, elle évolue aussi comme notre société évolue, c'est-à-dire les consommateurs cherchent du sens dans leurs achats. On est un business B2C, donc on y est très sensible. Et du coup, on se dit que c'est pas juste une question de business, tout notre modèle doit être aligné. Donc, à l'intérieur, pour nos salariés aussi, ils cherchent du sens dans leur travail. Donc, à nous de le clarifier, de leur donner. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, en exemple concret de ce qui a été mis en place suite à la loi Pacte et dans l'accélération de nos engagements, c'est que sur les personnes qui touchent des bonus, par exemple, dans notre groupe, ils ont désormais 20% de ces bonus qui sont en fait pas sur des critères économiques, comme la plupart des bonus d'habitude, mais qui sont sur des critères sociétaux, des critères qui sont définis en interne sur des projets RSE, ou sur, par exemple, notre démarche d'accréditation Bicorp qui est en cours. Donc, il y a vraiment l'idée que l'énergie que je mets dans mon travail tous les jours, c'est pas uniquement pour le chiffre d'affaires ou la rentabilité de l'entreprise, mais c'est aussi pour des engagements très concrets qu'on est en train de mettre en place, qui peuvent revêtir plusieurs dimensions. Donc, pour nous, c'est un exemple, en tout cas, de ce qu'on fait, en tout cas, pour montrer tout l'alignement, ce qu'on donne aux consommateurs et comment on le retranscrit en interne pour nos salariés et être hyper cohérent là-dessus tout le temps. Est-ce qu'il y a un programme de mobilisation de collaborateurs, d'engagement par le mécénat de compétences ou le bénévolat de compétences? Alors, on a un programme en interne qui s'appelle We Are Change, qui est notre programme RSE worldwide pour tous les collaborateurs du groupe Rocher. Il ne met pas encore en place de manière automatique du mécénat de compétences, mais il permet de mener plusieurs actions par équipe sur certains collaborateurs volontaires. Des fois, on se fait même
bousculés par des initiatives de salariés qui vont plus vite que même ce que nous, on voudrait déployer. Donc ça, c'est aussi le bon signe, c'est que ça prend. Effectivement, on a des programmes, ça peut être soit des programmes en lien avec la fondation sur la plantation d'arbres, mais du coup à l'échelle de plusieurs filiales. Là, en France, on est sur un partenariat qui se développe avec Tom et Josette, qui est un programme de lien intergénérationnel entre des crèches qui sont installées dans des EHPAD, qui est une jeune entreprise qu'on soutient et sur laquelle on a créé un nouveau partenariat. Donc oui, il y a pas mal d'initiatives qui s'aiment partout. Le but, c'est de laisser les collaborateurs prendre ces initiatives et nous, en tout cas l'équipe RSE, depuis le siège, de pouvoir continuer à driver l'ambition aussi sur des enjeux qui sont clés, sur de l'énergie, sur d'autres enjeux aussi environnementaux qui sont plus structurants dans notre business, quoi. Et vous qui êtes au RH, est-ce que vous observez, puisque là on parle de collaborateurs, du sens, du sens au travail pour les collaborateurs, est-ce que c'est aussi demandé par les talents qui approchent des groupes comme le vôtre? Oui, déjà nos talents en interne sont hyper friands de se faire former à ce qu'est un business durable, à suivre des modules de formation plus développés là-dessus, parce que peut-être qu'il y a 5-10 ans, quand ils sortaient d'école, c'était pas forcément des enseignements auxquels ils avaient accès. Donc, on a beaucoup de collaborateurs qui nous demandent à être formés sur ces enjeux-là. Donc, on a développé ce qu'on appelle une Nature Academy, qui va être un premier niveau d'initiation des salariés à certains sujets, mais on sait qu'on a beaucoup de projets, de pistes à développer là-dessus pour répondre à la demande. Et effectivement, c'est un levier énorme aussi de recrutement de marque employeur que d'expliquer encore une fois la cohérence de qui on est à l'intérieur et ce qu'on propose à nos consommateurs et le fait que les personnes qui nous rejoignent puissent voir très concrètement à quelle entreprise ils font partie, à quoi ça sert et être en phase avec notre modèle. Ok, effectivement. Et si je me tourne vers toi, Rodrigue, donc là, on est plus dans une fonction, dans une structure, voilà, dans la finance. Donc, à la fois, tu es un financier, tu es un manager, tu es un salarié. Avec ces trois casquettes-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact de la raison d'être sur la notion d'engagement du collaborateur ou de la personne que tu es? Ouais, effectivement, c'est un bon sujet. Et typiquement, dans l'investissement, on doit faire des choix et parfois, et en l'occurrence pour nous, le choix, entre guillemets, les critères financiers ne sont pas les seuls qu'on doit prendre en compte dans une décision d'investissement. J'expliquais, et on en parlait avec des collègues, que sur certains sujets qu'on trouvait très intéressants d'un point de vue économique, de rentabilité, etc., pour autant, sur le volet sociétal, il ne remplissait pas nos critères d'investissement et ce qu'on souhaitait accompagner. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué, il faut se faire violence. Et je dirais se raccrocher vraiment au sujet qu'on veut financer, ceux qui correspondent bien à notre thèse d'investissement mission. Et je dirais que voilà, en termes de nous, ce que ça a changé sur la dynamique d'équipe et puis aussi la façon dont on travaille avec les collaborateurs, c'est déjà une première, je dirais une discipline dans la façon dont on cherche des sujets. Aujourd'hui, on est dans un marché où on va assez compétitif, donc on va nous-mêmes aller chercher les premiers, les startups qui correspondent bien à ces critères d'investissement pour être les premières à leur parler. Et aussi en termes d'engagement, ce qui est important, c'est les activités qu'on fait là, comme ce que je fais ce soir, c'est de communiquer et voilà, de faire rayonner un peu notre façon de travailler, notre façon d'investir, pour que demain, en fait, le sujet de fonds à mission, je dirais d'investissement responsable, soit pas le lot de quelques fonds de la place parisienne, mais que tous les fonds prennent ces éléments en compte lorsqu'ils choisissent d'investir dans une société. C'est effectivement très intéressant. Alors peut-être ce qu'on peut dire sur la finance pour qu'on comprenne, parce qu'on n'a pas tout le monde forcément qui connaît bien, mais la finance, la finance durable, finalement, pour faire simple, il y a la finance verte, qui est la finance vraiment orientée sur des projets dans le climat. C'est vraiment aujourd'hui l'appellation reconnue. On a la finance, la microfinance ou la finance qui est vraiment l'accès donné à des
publics qui sont un peu éloignés de tout ça. Ça a commencé par le micro-investissement. Et puis aujourd'hui, le grand lot de la finance durable dont tu nous parles là et dont tu es l'incarnation, c'est effectivement toutes ces structures, les fonds à impact, l'investissement socialement responsable. Voilà, c'est pour bien comprendre où se situe ton action. Est-ce que tu penses que dans une entreprise où on parle d'argent, où on manipule l'argent, où on fait de l'investissement, dans le management, ça a une autre résonance que dans une entreprise qui, elle, est plus orientée vers de la production de services ou de la production de produits? Est-ce que tu penses qu'en termes de culture ou en termes de management, c'est différent? Ouais, parce qu'il y a quand même on peut vite travailler sur des montants assez significatifs. Donc, il y a un enjeu je dirais, d'être un investisseur responsable, de ne pas faire, entre guillemets, n'importe quoi avec l'argent qu'on nous confie. Donc, je pense que ça, c'est un aspect important. Peut-être pour le relier, en fait, à certains investissements qu'on a fait. Aujourd'hui, on a investi, par exemple, dans une société qui s'appelle Home Exchange, qui fait de l'échange de maisons entre particuliers et qui correspond bien à cette vision qu'on veut défendre d'un monde un peu plus durable, où on profite de l'échange de maisons pour voyager, plus que d'un voyage plus commercial. On a investi également dans une société qui s'appelle Certideal sur les téléphones reconditionnés, ou encore dans la société que vous connaissez sans doute, Welcome to the Jungle, qui est aussi très engagée dans ces sujets de mieux travailler, le bien-être au travail, le bien-être des collaborateurs. Donc, effectivement, c'est un enjeu de responsabilité, de bien identifier les sujets dans lesquels on souhaite investir, et voilà, d'être un peu à la hauteur en l'occurrence, de notre financeur qui est la Maïf. Merci. Et donc, parce que je vois que le temps tourne, on va se donner un petit temps de questions tout à l'heure. On a encore une dizaine de minutes. Moi, j'aimerais bien un petit peu vous interroger l'un et l'autre sur, parce qu'en fait, il se dit beaucoup de choses. Si vous aviez peut-être 2 idées forces à nous faire retenir ce soir sur la synergie entre l'engagement, la raison d'être d'une entreprise, ou peut-être revenir sur un exemple que vous avez envie de remettre en avant. Céline? Moi, j'insisterai sur le fait de peut-être pas se précipiter, mais être toujours très cohérent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on communique, même si c'est au début des étapes plus modestes parce qu'une entreprise part de loin. Je pense que nous, ce qui a été assez puissant, c'est que c'était c'était déjà prêt à l'intérieur. On avait déjà un modèle assez juste à défendre, assez transparent dans ce qu'on faisait, et c'est ça qui fait que on s'est pas fait chahuter le jour où on a signé, où on aurait pu, on sait aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les médias, ça aurait pu prendre des proportions aussi du mauvais côté, entre guillemets. Et en fait, on est resté humble, on s'est juste dit, ça a l'air de nous correspondre, on y va, on explique ce qui se passe dans notre entreprise. Donc, je dirais, voilà, toujours avoir une démarche étape par étape et toujours cohérent entre ce qu'on propose à l'extérieur et à l'intérieur, quoi, puisque je pense qu'on ne peut plus dissocier de toute façon les deux parties. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu sens une différence, toi, dans les générations des collaborateurs au sein du groupe, entre les jeunes et les moins jeunes, où finalement tout le monde partage de la même façon cette notion d'engagement? Non, alors après, c'est vrai que comme c'est des collaborateurs du groupe, je me rends pas compte s'il n'y a pas un biais aussi dans leur engagement, bien sûr, mais je dirais qu'il n'y a pas une génération plus qu'une autre. C'est chacun à sa manière se sent engagé, s'investit dans les projets qui lui sont chers. On voit pas de gap. On voit pas de gap particulier, et parce que peut-être les plus anciens sont aussi très attachés au modèle de notre entreprise. Pour certains, ils sont là depuis très longtemps, et le fait d'ancrer un business français dans un territoire, de le faire avec certaines règles, c'est quelque chose qui a toujours été ce qui comptait pour eux, quoi, au final. Donc non, il n'y a pas de gap générationnel chez nous. Ok, ça c'est intéressant à entendre. Alors Rodrigue, est-ce que tu peux aussi, voilà, peut-être sur la dernière question qu'on te poserait ce soir, Ouais. développer des idées forces que tu as envie qu'on conserve par rapport à ton intervention? Ouais, alors d'ailleurs, je me permets une petite remarque, parce que nous, pour le coup, on constate vraiment qu'il y a eu un changement
depuis 5 ans sur les entrepreneurs et sur leurs projets. On voit de plus en plus de projets d'entreprises qui se créent et qui ont une vocation à transformer le monde dans lequel elles vivent et contribuer à un monde plus durable. Et donc ça, c'est très positif. Et je rebondis là-dessus parce qu'on pourrait penser que finalement, le sujet d'entreprise à mission, c'est l'eau de grands groupes, puisqu'ici, on parle de Yves Rocher et de Maïf. Et nous, on essaye quand même d'accompagner des sociétés qui sont quand même assez jeunes, donc qui ont quelques années d'existence sur ces sujets-là. Et souvent, ça va de pair avec des sujets de culture d'entreprise. Donc, je suis assez d'accord avec ce que disait Céline. Il ne faut pas non plus que ce soit hors sol, il faut que ce soit porté par les employés, qu'on n'impose pas une culture, une entreprise à mission quand elle ne correspond pas à ce que souhaitent les salariés. Mais en tout cas, nous, on le pousse et on trouve que c'est quelque chose que nos entrepreneurs, nos startups et de manière générale, l'écosystème peut faire dans les premières années d'existence. D'une part, parce qu'évidemment, on encourage cette dynamique-là, et aussi parce qu'on le voit vraiment comme un atout d'attractivité auprès des investisseurs, auprès des jeunes talents. Ce n'est pas toujours évident pour une startup de recruter. Lorsqu'elles ont signifié des engagements, c'est autant d'éléments pour attirer des jeunes talents. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, et j'étais content de rebondir là-dessus. Peut-être pour conclure, nous, notre conviction, c'est que performance économique et sociétale vont de pair. Et du coup, dans nos investissements, on ne se dit pas on investit dans une société qui potentiellement a des performances économiques moindres, mais qui a un impact sociétal fort. On est convaincu que les deux vont de pair et que ça s'alimente. En tout cas, c'est pour ce compte-là qu'on milite et à travers nos investissements, j'espère, on contribue. Une remarque qui me revient, qu'on n'a pas abordée quand on a préparé cette conférence, c'est dans les incubateurs de Neoma, là, à Reims et à Rouen, ce serait intéressant de connaître effectivement la démarche sociétale des startups qui sont hébergées. Ce serait peut-être une question à soulever pour un autre moment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ce serait assez intéressant, et je ne serais pas surpris que si on discutait avec les personnes de l'incubateur, ils aient vu une vraie différence depuis en 5 ans, le nombre de projets qui prennent en compte les enjeux sociétaux. Je pense qu'ils ont largement été multipliés. Effectivement, je confirme. En fait, quand on vous écoute là, tous les deux, il y a des expressions ou des mots qui me reviennent. C'est ne pas aller trop vite, tu disais Céline, rester cohérent, l'humilité, le fait que ces projets-là ne soient pas, de la RSE ne soient pas simplement portés par la direction, mais aussi par les collaborateurs. Ce sont des éléments que vous avez dit tous les deux. Et beaucoup d'initiatives dans le groupe Rocher, notamment au niveau des RH. Là, ces aspects de bonus sont extrêmement intéressants à retenir. Et puis, Rodrigue, tu insistes, et quand c'est un investisseur qui en parle, on ne peut que y prêter attention, où tu remets en exergue que la performance économique, bien sûr, est tout aussi importante que la performance sociétale, avec bien entendu la capacité, ça vous l'avez dit tous les deux, à aider les structures aujourd'hui à recruter les jeunes talents, à fidéliser les collaborateurs. Quand tu nous dis qu'il n'y a pas trop de gap entre les jeunes et les vieux dans le groupe Rocher, on met des guillemets à vieux, Céline, mais c'est vrai que c'est intéressant. On se rend compte que dans une entreprise qui est engagée dans ces sujets-là, finalement, ça devient une culture de fond. En tout cas, c'est particulièrement ancré chez Yves Rocher, où tu as parlé d'une très jolie expression, l'écologisme humaniste, que j'ai noté, qui, à mon avis, aussi vous permet… Qui est dans notre statut. Oui, qui est dans le statut et qui vous permet du coup d'entrer très fortement, vous ancrer très fortement dans le territoire à Lagacilly. Mais écoutez, on est dans un timing absolument parfait. La ponctualité, c'est la politesse des rois. Donc, on va passer à la séquence questions-réponses. Et là, je vais demander l'aide à Marina, puisque tout ça, ça se fait en équipe. Fanny, tu peux aussi intervenir, et Mickaël aussi. On est tous ensemble à animer cette session. On est en intelligence collective. Mais là, moi, je ne vois pas les questions et les réponses, les questions qui sont posées dans la fiche de discussion, puisque je suis en train de partager mon écran. Oui. Alors, peut-être je vais l'enlever, d'ailleurs, le partage d'écran.
et on va peut-être revenir à quelque chose de plus partagé. Enfin, voilà, sinon, c'est la séquence questions-réponses. Je ne sais pas si pour vous, c'est important d'avoir ça sous les yeux, mais en tout cas, on va entrer dans la séquence discussion. Alors, Marina, est-ce qu'il y a des questions Yes, pour nos invités? il y a des questions, tout à fait. Vas-y. Donc, une question qui a été posée sur, en gros, je pense que pour les deux panélistes, ça serait intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Vous parlez d'aller step by step, mais il y a tout de même urgence dans la situation. Les constats climatiques, sociétaux sont assez alarmants. Donc, comment, en gros, aller step by step, en même temps, aller faire plus vite, parce qu'on parle aussi de en gros, la décennie de l'action. Non? Donc, voilà. Ce serait intéressant de voir votre regard là-dessus. Alors, sur l'urgence climatique et l'urgence de changement, je suis tout à fait d'accord. Là où je disais step by step, c'était aussi dans l'idée de communiquer, c'est-à-dire ne pas aller trop vite dans la communication, mais vraiment initier un vrai changement dans l'intérieur pour garder cette humilité dont on parle. Parce que même nous, à cette échelle, à cette étape-là de notre développement sur ces sujets, quand on voit le sujet de Bicorp, par exemple, on voit la montagne qui est une accréditation Bicorp et on voit aussi le chemin qui nous reste à faire. Donc, c'est pour ça que je disais ne pas aller trop vite, c'était aussi sur l'aspect com. Puis après, c'est dans la transformation d'un business. Il ne faut pas perdre de vue ce que disait Rodrigue, le fait que sans activité économique, ça ne nous permet pas de faire le reste non plus. Donc, des fois, ça peut être un équilibre un peu tendu à trouver, même si l'équation peut exister. Je pense que pour certaines entreprises, ça peut prendre un peu de temps. Donc, c'est forcément des contraintes à avoir en tête, mais bien sûr que faut pas prendre son temps. C'est pas l'idée de prendre son temps, c'est plutôt de le faire dans le bon ordre pour que ça fonctionne et pour que ce soit crédible. Ok. Ouais, complètement. Je rebondis sur ce que dit Saïd, ouais, complètement en ligne avec ce que tu dis. Nous, alors peut-être pour rebondir là-dessus, c'est intéressant. Nous, comment on répond à cette question-là et avec notre tropisme investisseur, c'est de se dire que les startups, en fait, elles ont un rôle crucial à jouer parce qu'elles portent l'innovation et qu'elles peuvent avoir en fait un impact très fort, très vite. Enfin, pour certaines d'entre elles, puisqu'il y a une forte mortalité et que certaines n'y arrivent pas, mais en tout cas, certaines peuvent avoir un impact très vite. Pour vous donner un exemple, je parlais, je crois, tout à l'heure de Certideal, qui est une plateforme, un site internet de téléphone reconditionné, un peu comme Back Market que vous devez connaître, mais avec un modèle un peu différent. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est des millions de tonnes de CO2 qui sont économisées chaque année grâce à ce site internet-là. Donc, évidemment, on ne va pas résoudre les enjeux climatiques du jour au lendemain, et c'est sûr que c'est des enjeux qui sont urgents. Mais en tout cas, on se rend compte qu'avec certaines de nos participations, on a déjà des impacts qui sont significatifs sur ces sujets-là. Et voilà, notre conviction, c'est que, en tout cas, l'innovation et via les startups contribuera largement à résoudre ces défis. Super, merci. Il y a une autre question dans le chat. Qui est la suivante. Quel conseil donneriez-vous pour les personnes qui veulent s'engager dans leur entreprise ou la faire changer? Et peut-être aussi pour les entreprises qui ne sont pas encore très engagées. Comment ferez-vous? Ou quelles seraient vos suggestions pour les personnes? Alors, je pense qu'il faut de l'énergie. Moi, j'ai recruté pour l'équipe RSE parce qu'elle fait partie des périmètres que je gère et on cherche souvent des gens avec un leadership, une aptitude à mener des changements profonds, à jamais s'épuiser. Donc, bien sûr qu'il faut un peu d'énergie dans ces moments-là. Et effectivement, dans des grands groupes, ou en tout cas des entreprises qui ont déjà pris un pas dans un sens ou dans un autre, toujours plus dur de corriger versus une start-up qui est toute petite et qui a tout de suite à bien se structurer dans le bon sens. Je dirais qu'il faut montrer la cohérence, encore une fois, avec la société, avec le business lui-même de l'entreprise. Ça sert à rien de partir dans un projet farfelu qui serait un peu hors sujet par rapport à l'activité. Ça représenterait pas forcément un intérêt à court terme, ce serait plus un investissement dans le vent. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire quelle est la valeur actuellement que produit cette entreprise
via ses services, ses produits, et du coup, comment on peut aller plus loin, mais dans le bon sens, du coup, cette fois-ci, et essayer d'en faire une contribution au-delà de la partie économique. C'est du coup la raison d'être, hein, toute l'ADN de cette raison d'être, c'est qu'est-ce que j'apporte de plus à la société que la partie économique. Donc, vraiment bien le lier à l'activité pour que ça fasse sens, et après, convaincre les dirigeants de l'importance d'être une entreprise pluguée à sa société, parce que ça va devenir un facteur de différence aussi sur le marché, hein. C'est un aspect compétitif de toute façon à moyen terme, hein. Absolument, tout à fait d'accord. Et on ne peut pas faire de la RSE si le dirigeant n'y croit pas lui-même. À un moment donné, on ne peut pas faire sans lui. D'autres questions, Marina? Oui. En fait, il y a une question plus spécifique sur la raison d'être. Comment les salariés ont-ils été impliqués dans la démarche de définition de la raison d'être et dans la démarche RSE au sens plus large? Alors, peut-être plus pour Rodrigue sur la définition de la raison d'être, parce que nous, on n'avait pas la même méthode pour la faire, donc je pense que c'était plus à la Maïf. Ouais, moi je peux partager. Alors, nous, chez Maïf Avenir, donc le fonds d'investissement, on est petite équipe, donc 8 personnes, et comme on a été un peu le laboratoire de ces sujets de mission, en fait, on a été on a contribué à la rédaction et à la réalisation donc, de cette raison d'être. C'est vraiment un sujet qui est parti de l'équipe. On a été accompagné par un cabinet d'ailleurs de conseil Nova Vista qui est spécialisé sur ces sujets-là. Et on a eu plusieurs ateliers où en gros on a échangé en équipe pour savoir quelle était notre raison d'être, qu'est-ce que ça impliquait au quotidien, quelles contraintes ça nous apportait dans notre métier d'investisseur, ce qui n'était pas toujours facile, hein, ce que je disais en début de conférence, puisque aujourd'hui, il y a certains sujets qu'on se refuse à faire, puisqu'on s'est engagé au titre de notre mission à contribuer au mieux commun. Et donc, ça a été une définition qui a été créée avec l'aide de ce cabinet à partir de l'équipe. Et puis aujourd'hui, on a un comité de suivi de la mission, comme indiqué dans la loi Pacte, qui nous aide qui nous aide à suivre nos différents engagements qu'on a pris à la suite de l'inscription de la société à mission dans nos statuts. Ça, c'est un aspect important, le comité de mission, parce qu'effectivement, dans les entreprises qui font de la RSE aujourd'hui, souvent, il y a maintenant des comités, des partenaires ou des parties prenantes plutôt, qui permettent de faire des choses ensemble. Le comité à mission, c'est vraiment un organe qui suit les engagements de l'entreprise, parce qu'effectivement, quand on se prétend entreprise à mission, on est particulièrement engagé. Et comme en plus, c'est dans les statuts, on peut même être poursuivi, hein. C'est aussi ce qui fait parfois hésiter certains dirigeants à basculer dans le fait d'aller mettre jusque dans la raison d'être la dimension sociétale et de devenir entreprise à mission. Ça veut dire on doit rendre des comptes, hein, et ça se fait dans le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue avec les parties prenantes et avec cette existence de comité à mission qui est très particulier. Il y a qui dans le comité à mission dans vos deux structures? C'est quoi le genre de profil qui sont présents? Il y a des salariés, il y a des consommateurs. Vous avez ouvert à quel type de parties prenantes? Alors pour moi, j'ai pas la liste en tête, j'en ai certains. Il y a un échantillon assez représentatif de salariés, c'est-à-dire de filiales, de groupes, de plusieurs, alors plutôt français, puisque c'est quand même une démarche liée à la loi française, mais on a essayé d'avoir un mix de personnes de différents horizons du groupe pour pouvoir se faire le porte-parole aussi de ce qui peut se passer dans chacune des divisions. C'est pas que des gens du COMEX ou de l'équipe RSE, en tout cas, il y a vraiment des personnes plus implantées dans des équipes. Donc, c'est une variété qui est intéressante. Et je crois que c'est plutôt salarié d'après les noms que j'ai vus passer. Je ne sais pas s'il y a des partenaires extérieurs. Après, il peut y avoir peut-être des membres de la famille en tant qu'actionnaires, mais c'est majoritairement des salariés, je dirais. Après, il y a des parties, sur le comité à mission, il y a des personnes externes, hein, bien sûr, puisque c'est un comité de suivi. Pour le coup, il y a de facto des gens qui ne font pas partie de notre groupe. Et Rodrigue, tu as une visibilité, toi, sur la Constitution? Je suis désolée, je ne vous ai pas préparé cette question, elle me vient comme ça. C'est pas grave. Non, c'est hyper intéressant.
Nous, dans notre comité de suivi, donc, il y a un salarié, donc une personne de notre équipe. Il y a des personnes de la Maïf, donc du groupe, et notamment la personne qui s'occupe de tout le chantier mission à la Maïf. Il y a des investisseurs confrères, donc d'autres investisseurs dans d'autres fonds. Okay. On a des entrepreneurs aussi. On a 2 entrepreneurs qui sont très challenging. On a notamment, donc, je vous parlais d'Home Exchange et de Ulule. Vous connaissez sans doute. Oui. Donc, c'est là, les 2 entrepreneurs de ces sociétés-là sont à notre comité mission. Et puis, on a également des chercheurs, donc des chercheurs sur ces sujets ESS qui sont également là dans ce comité mission. Intéressant, très intéressant. Très intéressant. On a d'autres questions, Marina? Oui, on a une autre question. Alors, comment faire la distinction entre une entreprise qui fait du marketing RH et RSE, du marketing RH et RSE en affichant des valeurs écologiques et de bien-être, et celles qui sont profondément engagées dans des valeurs humanistes et de développement durable? C'est une bonne question pour la conclusion en plus, parce que je pense que ça reprend plusieurs thèmes qu'on a abordés. Déjà, le fait de se mettre à risque sur le statut d'entreprise à mission, c'est une première démarche de transparence et de se faire accréditer, auditer par un organisme extérieur. Donc, je dirais que c'est une première manière de dire, venez voir ce qu'on met en place et dites-nous si on a vraiment cette place en tant qu'entreprise à mission. Donc, ça permet de lever un peu le voile, d'être dans une transparence totale sur ce qu'on fait et de le faire reconnaître par l'extérieur. Et puis, il y a plein d'autres labels. On a parlé de B Corp, par exemple, qui se déploie de plus en plus sur les entreprises, qui a un cahier des charges hyper exigeant, qui monte d'un cran en plus chaque année. Il y a pour les produits, nous, dans notre activité de produits cosmétiques, il y a énormément de labels aussi qui sont exigeants sur les ingrédients, sur ce qu'on met dans nos produits, sur la manière dont on les emballe. Donc, tout ce qui peut être extérieur, qui justement apporte de l'objectivité à notre discours et effectivement qui sont hyper importants pour distinguer un peu le faux du vrai dans cette mode peut-être qu'il y a depuis quelques années, bien sûr. Ok. J'ai vu que dans le chapitre questions-réponses, on a des remarques aussi, Marina. Oui, en fait, tout à l'heure, je pense que c'est par rapport à ce que Rodrigue a dit tout à l'heure, Adrien qui disait, Rodrigue complètement d'accord, accompagner les TPE, PME et sociétés en développement est la clé pour entraîner une mutation au niveau de la société civile, également qui est indispensable. Absolument, absolument. Donc, c'était bien de le redire. Alors, on a une question pour Pascal Demurger qui n'est pas avec nous ce soir. Oui. Je ne suis pas son porte-parole, hélas. Mais Voilà, donc c'est difficile de parler en son nom pour partager avec les gens qui sont avec nous ce soir. Il est dit qu'effectivement, le dirigeant Pascal Demurger met beaucoup d'énergie à promouvoir la raison d'être de la Maïf et son engagement sociétal. Et la question, c'est est-ce qu'à l'image du groupe Rocher, qui est dans un ancrage effectivement territorial marqué et assumé et historique, est-ce que du côté Maïf, il n'y aurait pas du coup du sens à s'intéresser à ce qui se passe à Niort, notamment apparemment un problème de réhabilitation de formation de CFA pour promouvoir le développement de l'artisanat et de l'apprentissage. Il y a certainement des choses à faire. Nous n'avons pas Pascal Demurger, on a Rodrigue, qui est un bon représentant, et le laboratoire de la Maïf, parce que moi je retiens que Maïf Avenir, ça c'est intéressant. La place d'une petite structure dans un grand groupe, c'est elle qui est porteuse de l'innovation, c'est elle qui donne l'impulsion. Je trouve que c'est très intéressant de partager ça ce soir. Alors sur ce sujet niortais, moi-même n'étant pas à Niort, j'ai pas toutes les informations. Mais alors cela dit, il me semble que ça me fait penser à un projet que soutient Maïf, qui s'appelle les Ateliers du Bocage, et qui est une entreprise qui fait notamment de la réinsertion et qui fait du tri d'outils numériques, d'ordinateurs, etc. pour les reconditionner. Donc à ce titre-là, alors je ne sais pas de quelle structure vous parliez, mais en tout cas à ce titre-là, ils sont engagés dans ces projets. Et voilà, l'atelier du bocage en est un bon exemple. Pour moi, la Maïf, quand même, dans les territoires, est assez présente. Donc là, apparemment, il y a peut-être une question un peu particulière et un peu locale, on va dire, sur
le site de Niort, la ville de Niort, mais de façon générale. On rappelle d'ailleurs que les mutuelles sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Hein, ça fait partie de la loi ESS de 2014. Et elles sont en général quand même assez connues pour avoir des actions territoriales poussées parce qu'elles sont proches des régions et des territoires. Ça fait partie de leur ADN. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? On est quand même dans une rentrée des tribus très, très, comment dit-on, très dynamique puisque ça a commencé lundi. Ça se termine vendredi et tout au long de la journée, ce sont des sessions qui s'enchaînent. Il y en a à 19h, il y en a à 20h, il y en a à l'heure du déjeuner. Donc, à un moment donné, ça fait effectivement un sacré safari pour celui qui essaye de suivre l'ensemble des sessions. On a une dernière question de Nelly qui demande quel est le parcours idéal pour évoluer dans la RSE? Quels sont les profils recherchés? Ah, ça, c'est une belle question. Céline? On avait fait en fait une conférence là-dessus. Oui. Il y a 2 ans. Oui. Sur les recruteurs ou les entreprises, de quel profil on a besoin. Effectivement, tu as raison, Mariana, on avait fait intervenir un cabinet. Mais là, on a une experte en RH. Ça sera très intéressant d'entendre ce qu'elle va nous dire. Alors, comme les équipes s'élargissent, je dirais que les profils se multiplient aussi. Hein. Il n'y a pas un profil unique. Il y a des métiers spécifiques et j'entends par là des métiers plus techniques sur la performance RSE où on a plutôt des profils ingénieurs parce qu'on est très vite en train de calculer le bilan carbone, les kilowatts, des données assez scientifiques. Donc, on a des personnes qui ont plutôt un cursus ingénieur. Sur ces postes-là, notamment aussi si vous êtes responsable RSE dans un secteur industriel, par exemple, ça peut être plutôt cette partie qui sera recherchée dans votre profil. Dans tous les cas, je pense que la compétence de gestion de projet, elle est importante parce qu'on a souvent des briques à casser en RSE, un sujet, un objectif, une roadmap, embarquer tout le monde dessus. Enfin, c'est quand même à chaque fois un peu le gros défi qu'on leur confie parce qu'on avance dans l'avenir, dans l'incertain. Donc, c'est la gestion de projet, je pense que c'est un peu inévitable dans chaque poste en RSE. Puis après, on a parlé tout à l'heure plus soft skills sur le leadership, l'énergie, la conduite du changement, pas s'arrêter à la première difficulté parce que forcément, c'est des fois plus des contraintes qu'on apporte au premier abord. Donc, pas forcément facile de faire adhérer à un champ de contraintes, mais du coup, le retourner sur un objectif plus grand, une ambition, un sens que ça peut faire à l'entreprise, une valeur qui sera peut-être plus dans le moyen ou le long terme et pas dans le court terme. Quand on a à transformer des moyennes ou des grandes entreprises, des fois, on a souvent le curseur sur le court terme, l'économique, et du coup, des projets souvent à dimension RSE répondent pas forcément à la même temporalité. Donc, faut redoubler de pédagogie pour pouvoir convaincre. Puis, dernier item, pour avoir recruté récemment, encore une fois, je me suis rendu compte de développement de formation là-dessus, des spécificités dans certaines écoles aussi qui commencent à naître, dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. On peut choisir certaines spécialisations. Et puis, beaucoup de candidats font des MOOC, donc des formations en ligne de très beaux organismes. Hein. Je me souviens qu'il y en avait un de Cambridge. Enfin, il y a vraiment des belles écoles qui développent aussi des modules en ligne pour des personnes qui sont déjà diplômées et qui voudraient se former plus tard. Donc, pas hésiter à aller chercher un peu de théorie, de contenu pour se sentir plus solide sur ces sujets si c'est là-dedans que vous voulez orienter votre carrière ensuite. Merci, c'est effectivement intéressant. Moi, il y a quelques années, j'entendais beaucoup parler de la solitude du directeur du développement durable dans l'entreprise, notamment André Aymar, qui est un de nos animateurs, qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui a été un des pionniers sur ces questions-là. Ces témoignages sont toujours absolument édifiants quand il nous raconte comment il a commencé. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte quand même que les équipes s'étoffent. Et le directeur du développement durable est quand même moins seul, il a plus le soutien du dirigeant, des autres fonctions aussi opérationnelles, parce qu'un directeur du développement durable ou de la RSE dans l'entreprise, il ne peut rien faire sans le DRH, ça c'est clair. Il ne peut rien faire sans le directeur des opérations ou le directeur de la supply chain, parce qu'il faut être dans la monde au final. Ça finit par être un peu... Ça devient collectif. Donc, dans les soft skills, il y a aussi la capacité de bosser en collectif, dans la coopération et dans la transversalité. Peut-être aussi des qualités qui est intéressant de mettre en avant. Rodrigue, tu veux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ces
au profil dont on parle pour essayer de donner des conseils aux gens qui veulent aller dans la RSE, comment postuler, quelle carte jouer, quelle carte développer, quelle compétences développer ou quelles soft skills faire valoir. Ouais, alors je pense que j'ai une vision peut-être un peu moins poussée que celle de Saïd, puisque c'est son métier. Mais et puis moi, j'évolue dans un secteur assez particulier qui est celui de l'investissement. Donc ça, c'est quand même voilà, c'est pas le lot de forcément tout le monde qui souhaite travailler dans ce secteur-là. En tout cas, nous, on cherche des gens qui ont une curiosité. Donc ça, dans le métier d'investisseur, c'est important, une forte curiosité, une forte appétence pour les nouveaux modèles responsables, les nouvelles entreprises qui se créent dans ces secteurs-là. Et voilà, c'est plus je dirais, des soft skills et une curiosité sur ce qui se fait, une bonne connaissance, je dirais, de l'écosystème d'entreprises dans ce secteur-là qu'on recherche quand on recrute des stagiaires ou même des personnes en CDI. Ok, d'accord. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Marina, peut-être on va arrêter. Pas, non? Il est 21h. Voilà, nous sommes dans le temps imparti. Un grand merci à Céline et à Rodrigue pour vos témoignages précieux et concrets. Donc, merci. Vous nous avez dit les choses avec beaucoup de sincérité. Et toute l'équipe des animateurs, on vous remercie. Voilà, grâce à vous, on a pu avoir cette jolie conférence de ce soir et parler d'un sujet qui est effectivement important dans le cadre de la loi Pacte avec la raison d'être et l'implication des collaborateurs, la quête de sens dans le travail, qui font partie des sujets auxquels on est attaché au club Business Durable et Solidaire. Voilà, donc on vous souhaite une bonne soirée et ceux qui sont intéressés par l'initiative des alumni engagés de Neoma, on vous invite, c'était dans le chat, il y a un lien pour vous inscrire demain soir. C'est à 19h. Voilà. On vous souhaite une belle soirée. Il est 21h. Il est temps d'aller dîner. À bientôt. Merci pour ton invitation. Au revoir.